par rapport au texte, par rapport aux lois qui existent et par rapport à la pratique sur le terrain. Donc, on a invité des conférenciers, chacun va donner son point de vue par rapport à cette situation et par rapport aux lois, et nous allons ouvrir un débat. Chacun donnera son point de vue. Si ça nécessite des éclaircissements, bien sûr que nous allons débattre. Donc, sans trop m'étaler, je préfère donner la parole aux intervenants et dans les débats, on reviendra. Donc la parole est à votre service. Le penseur des droits humains, c'est justement de s'intéresser, sinon d'interroger la justice. La justice que nous considérons comme voilà, la pierre angulaire de l'état de droit, la pierre angulaire de la démocratie, le refuge et l'abri justement des sans-abri en termes d'injustice, en termes d'arbitraire, et aussi l'institution par excellence de protection des droits humains, c'est la justice. Donc c'est une institution qui nous intéresse beaucoup et à l'occasion bien sûr du Hirak 2019, nous nous sommes impliqués en tant qu'organisation dans le Hirak parce que dès février 2019, nous avons donc bien sûr observé cette question qui a été mise au centre, sinon au cœur du Hirak, la justice. La justice et la question des droits humains. C'est pour ça que nous nous sommes impliqués en tant que Ligue, mais aussi en tant que militants, en tant que défenseurs, pour faire avancer la cause des droits humains, la cause de la justice, d'une justice indépendante, d'une justice équitable. C'est ce que nous avons revendiqué, c'est sur ce que nous avons travaillé pendant des années. D'ailleurs, on a eu l'occasion ici même, dans ce centre, à plusieurs occasions, depuis maintenant l'ouverture du centre en 2009, justement de discuter, d'échanger, de débattre du système judiciaire, justement des avancées, sinon des défis qui se posent face à cette situation. Nous avons aussi eu l'occasion en tant que LIDH de suivre, d'observer, d'accompagner, mais aussi de travailler sur donc, le programme de la réforme de la justice, un programme qui a été lancé, pour rappel, depuis 2006, sous la tutelle donc, de la commission Mohamed Saad. Et nous, en tant que Ligue, avec des partenaires donc, de la Ligue, nous avons travaillé donc, sur ce projet, notamment sur l'indépendance de la justice, sur le procès équitable, sur l'observation des procès, sur la formation des professionnels du droit, sur justement les plaidoyers en termes justement d'amendement, sinon d'adaptation du droit national au droit international, en termes justement de ratification des conventions internationales, en termes de mise en application du droit international dans le droit interne. Et nous avons eu l'occasion justement de faire plusieurs recommandations en termes justement de réforme de la justice, en termes justement de révision, d'amendement de certaines lois que nous avons considérées comme loi liberté civile. Et à l'occasion, nous avons eu l'occasion justement avec d'autres partenaires de porter plusieurs plaidoyers pour le changement de la loi, pour le changement de la Constitution. Pour rappel, nous avons même participé aux consultations à l'époque donc lancées par la présidence pour l'amendement, pour la révision de la Constitution. On a été même reçu à la présidence pendant 2 heures. On a même fait une proposition pour la refondation, donc à l'époque ce qu'on a appelé pour la refondation donc, démocratique et sociale, pour justement pour un état de droit, un état justement des droits humains. Et à l'occasion justement du Hirak, nous avons tous espéré, nous avons vraiment nourri un espoir justement de faire aboutir, sinon à la limite de mettre en application tout ce que nous avons, sur tout ce que nous avons travaillé. Et l'occasion justement du Hirak 2019, il a justement mis au centre toutes les questions qui ont été évoquées pendant des années. La question de l'indépendance de la justice, la question justement des droits humains, la question de la démocratie, la question de la séparation du pouvoir, la question justement des procès équitables. Toutes ces questions, ils ont été au centre des débats, au centre de la quête justement du Hirak en 2019. Pour preuve justement l'implication des avocats. On a vu la marche des avocats dès le début du Hirak, on a observé cette marche, nous avons félicité, nous avons même encouragé les avocats, nous avons vu la marche des magistrats, et Béjaïa a été la première région qui a fait sortir justement ce mouvement des magistrats, donc les marches des magistrats, le plaidoyer des magistrats, et pour la première fois nous avons entendu des avocats dire que la justice n'a pas été indépendante. Ça c'est vraiment un aveu pour nous qui nous confortait dans nos thèses et dans notre plaidoyer.
Et nous avons applaudi, nous avons encouragé justement cet élan justement de changement, notamment de la réforme de la justice à travers justement toutes les actions qui ont été entreprises, notamment dans le terrain. Bien sûr, en tant que Ligue, nous avons aussi participé dans toutes les initiatives de la société civile, avec d'autres partenaires, voilà, pour faire émerger des solutions politiques, des propositions de transformation démocratique, notamment pour une transition démocratique à apaisée. Nous l'avons fait depuis février, dès le 27 février, nous avons participé à toutes les initiatives. Et voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, si on ose un peu un bilan sur cette situation-là, c'est un peu l'avis de tout le monde, nous sommes en train de vivre une situation de régression qui nous inquiète sur tous les plans. Et il nous inquiète sur le plan d'abord des garanties contenues dans le droit interne, notamment dans les textes de loi, notamment dans l'ancienne constitution. Je parlais de la constitution, la dernière constitution qui a été amendée en 2016. Et puis, dans tous les textes, justement, de loi qui ont, justement, suivi après, donc après 2019, notamment après les présidentielles de 2019. Nous avons vu la Constitution 2020, justement, qu'est-ce qu'elle a apporté comme, disons, comme garantie, mais aussi qu'est-ce qu'elle a apporté comme, justement, menace. Menace sur la question des droits humains, sur la question des libertés, sur la question des libertés fondamentales, notamment les libertés justement politiques, voilà, tous les droits politiques, tous les droits civils. Nous avons vu donc cette constitution qui a supprimé pour la première fois, et nous l'avons senti comme une menace, comme une attaque directe contre les organisations de droits humains, contre les militants des droits humains, et justement l'article qui stipulait dans l'ancienne constitution, la défense des droits collectifs et individuels était garantie par la loi. Cet article de loi a sauté carrément dans la nouvelle constitution, et c'était déjà imprimé, c'était déjà un signal très clair justement quant à la volonté politique, quant à la feuille de route répressive, autoritaire, qui s'attaque justement pas seulement contre les libertés, mais aussi contre les acquis. C'est-à-dire ce que nous avons arraché à travers nos luttes antérieures, depuis 1988 jusqu'à 2019. Nous avons espéré, souhaité que 2019 soit le pas de plus, justement, pour la consécration des revendications du peuple algérien, pour la consécration, justement, de tout ce que nous avons souhaité, tout ce que nous avons espéré pendant des années. Malheureusement, c'était justement une volonté qui s'est affichée dès 2019, vers vraiment un retour à une situation que nous avons dénoncée tous ensemble, que ce soit en tant qu'organisation, en tant que société civile, en tant que société politique, tous les gens qui ont travaillé sur cette thématique-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons, donc avec les amis, aussi tous les amis, nous avons estimé qu'il est important de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les droits humains. Les fondamentaux, c'est les libertés fondamentales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'autres libertés sans avoir la liberté d'abord d'exister, la liberté d'abord d'exprimer une opinion, la liberté d'abord de se réunir, la liberté de dire, la liberté d'agir. Si on n'a pas toutes ces libertés, on ne peut pas parler, on ne peut pas évoquer d'autres libertés, notamment les libertés démocratiques. C'est pour cela que pour nous, pour la Ligue, dès 2019, nous avons qualifié le pouvoir en place, le système en place, de système autoritaire. C'est-à-dire d'un système qui n'exprime son existence qu'à travers l'autorité. Qu'à travers l'autorité, par la contrainte et par la force. Et d'ailleurs, la feuille de route qui s'est affichée depuis 2019, j'ai eu l'occasion vraiment de revoir les textes de loi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, comme on a été un peu dans un site un peu, mais quand on revoit les textes de loi qui ont été promulgués depuis 2019 jusqu'à maintenant, quand on voit toutes les décisions, toutes les communications officielles, on se rend compte finalement de la profondeur et sinon de la gravité de la situation. De la gravité de la situation, parce que le problème, dans l'ancien système, si je peux oser ce mot, il y a eu quand même un respect des formes. C'est-à-dire il y a une répression, il y a une restriction des libertés, mais on essaye de donner une image à l'international d'une démocratie, de procédures, qui respecte les procédures, qui respecte les formes. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on ne respecte même pas les formes. On ne respecte même pas le droit. On ne respecte même pas leurs propres lois. Pour preuve, j'ai eu l'occasion de voir notamment la Constitution, qu'est-ce qu'il évoque comme droit, qu'est-ce qu'il évoque comme garantie. Toutes les lois qui ont suivi, notamment les lois, malheureusement, je dirais pas, la seule loi qui a été le plus changée, le plus amendée, c'est le Code pénal. Le Code pénal a été amendé à plusieurs reprises, alors qu'il fallait amender d'autres lois, notamment qui garantissaient les libertés,
notamment toutes les libertés politiques, nous, on a observé beaucoup plus l'amendement du code pénal dans le sens de durcissement des peines, du rétrécissement du champ associatif, du champ militant, du champ politique. Et cela, justement, on observe, et moi j'ai eu l'occasion justement de voir les différents amendements du code pénal. On a eu, je pense, plus de 6 fois, 7 fois le code pénal, il a été changé à 6 fois, 7 fois, et à chaque fois qu'on change le code pénal, on va justement durcir les peines, on va encore, voilà, verrouiller plus de ce qui reste encore du peu de liberté qui reste. Ça, c'est vraiment pour faire une introduction. Et à l'ADH, nous avons eu aussi l'occasion, bien sûr, de tirer la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme concernant l'article 87 bis, qui nous préoccupe, d'autant que cet article-là a fait l'objet de plusieurs critiques auparavant, c'est-à-dire dans l'ancien système, si je peux l'oser encore ce mot-là, bien que le système est toujours le même, voilà, il y a pour apporter de la qualification. Mais sinon, l'article 87 bis, dans l'ancien code pénal, il a été déjà objet de plusieurs critiques, notamment au niveau du Conseil des droits de l'homme, à l'occasion de l'examen du rapport universel de l'Algérie devant le Conseil des droits de l'homme en 2018. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a déjà fait des recommandations concernant cet article-là, qui était déjà qualifié dès 2018 comme une menace contre les libertés, une menace contre les droits humains, une menace contre la société civile, parce que, justement, il qualifiait un peu le terrorisme de manière floue, de manière un peu superficielle. C'est ce qui a permis tous les abus. Ça, dans le cadre de la lutte antiterroriste, c'est-à-dire la lutte antiterroriste, ce qu'on appelait la Disney noire et tout, cet article-là a été utilisé justement pour attenter aux libertés, notamment aux libertés politiques. Au lieu justement de répondre à cette observation, à cette recommandation qui a été acceptée par le gouvernement algérien, je précise, qui a été acceptée en 2018 par le gouvernement algérien, par l'État algérien, au lieu de répondre justement sur cette obligation de lever les équivoques concernant la qualification des actes terroristes, voilà, là où on a vu vraiment une tentation manifeste de criminaliser l'acte politique, le pouvoir, à partir du mois de mai 2021, à travers l'amendement du code pénal, l'article 87 bis, on a vu justement comment il a élargi cette qualification à l'acte politique. Comment les militants politiques, comment le Hirak a été visé de manière directe et de manière vraiment claire, justement, à travers cet article-là, pour le criminaliser, finalement, pour carrément l'étouffer, pour carrément l'éteindre. Et c'était l'objectif qu'on a observé, qu'on a senti dès justement le retour du Hirak en février 2021. Février 2021, je ne vais pas revenir un peu à l'historique, vous avez tous vécu le Hirak, nous avons tous été en tant que militants, en tant qu'organisation investis dans ce mouvement-là, mais à partir du retour du Hirak en 2021, nous avons vu le pouvoir en place, notamment le président Tebboune, comment il a essayé justement de récupérer ce Hirak en faveur du système, en essayant un peu de le domestiquer. On a vu comment le Hirak a été déclaré, a été introduit dans la Constitution 2020, la Constitution de novembre 2020. Donc le Hirak a été constitutionnalisé dans la Constitution. Dans le préambule, on retrouve le Hirak comme une expression populaire, une expression citoyenne, comme un droit légitime de la population pour le changement démocratique. On a vu comment le Hirak a été béni, ça sur le plan politique. On a vu comment le Hirak a été, le 22 février, comment il a été décrété comme journée nationale. Ça c'est dans le décret. Mais on a vu aussi cette feuille de lutte qui s'est déclinée d'abord par un agenda électoral forcé, qui visait en premier lieu la reconstruction, la reconfiguration du système. Voilà, donc vraiment une reconstruction du système. Un système qui a été ébranlé par le Hirak en 2019. Voilà, donc le pouvoir a décliné cette élection en faisant fi même de la légitimité populaire, et même en le déclarant, c'est-à-dire des élections qui ont été rejetées massivement par la population. On a vu les taux de participation qui ont été historiques, on n'a jamais assisté à des taux pareils. Malgré ça, le pouvoir a décidé de faire passer ces élections et de faire, outre que la volonté populaire, que la légitimité populaire, mais aussi démocratique. Donc ces élections, on les voit, on est à l'approche aussi d'une autre consultation électorale, c'est les élections de novembre 2019, qui s'inscrivent dans la même logique, dans la même feuille de route du système, voilà, de 2021, oui, en novembre 2021, donc les élections de 27 novembre, voilà, tellement pour nous, enfin pour moi personnellement, c'est pas un événement, au point où j'oublie même la date. Donc, c'est les élections de novembre 2021. Donc voilà, c'est inscrit dans la même logique qui permet au pouvoir justement de reconstruire sa base électorale, de reconstruire justement le pouvoir à travers ces élections. Mais on a vu aussi cette feuille de lutte, comment il s'est décliné sur le texte de loi, sur le droit.
le droit, où on a vu le pouvoir a mis en place un agent, je dirais une batterie de lois, une batterie justement de textes, voilà, pour contrôler la société, pour étouffer la société, mais surtout pour éteindre le Hirak de manière définitive, mais pas seulement le Hirak, toute expression autonome, toute expression démocratique, que ce soit, c'est-à-dire en tant qu'organisation, société civile, parti politique. Je ne vais pas revenir au constat, vous avez tous le constat. Le dernier, c'est la dissolution de Raj, qui est vraiment scandaleux, une association qui a existé depuis 29 ans. Voilà, ça ne s'est jamais produit sur le système de Bouteflika, ça ne s'est jamais produit aussi dans d'autres systèmes, même en plein terrorisme. Aujourd'hui, voilà, nous assistons vraiment je dirais au scandale. Voilà, c'est l'association Raj. Mais on a vu aussi d'autres partis qui sont face à la même menace, notamment le PST, l'UCP, d'autres partis, d'autres cadres de partis qui sont voilà, poursuivis, que ce soit les partis agréés ou les partis non agréés. Voilà, pour ne pas, voilà, qui sont aujourd'hui l'objet d'une campagne manifeste, claire, justement. Ils sont beaucoup de MDS, voilà, le président de MDS qui est en prison. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de refermer la parenthèse du Hirak. Voilà, pour le pouvoir. D'ailleurs, dans la Constitution, dans le langage officiel, on entend bien le pouvoir, sinon même les autorités politiques, qui parlent d'un Hirak originel et d'un Hirak, voilà, dévié. Le Hirak al-Asil et le Hirak, voilà. Donc pour eux, le Hirak d'aujourd'hui, c'est un Hirak qui a été dévié, c'est un Hirak qui a été voilà, dévoyé de sa voix. Sa voix, jusqu'à maintenant, on n'entend pas encore. C'était quoi la voix du Hirak original? Est-ce que c'était juste de changer le président de la République? Voilà, on a démis Bouteflika, on met un autre président, ou carrément c'était justement de faire aboutir justement, et à l'occasion de novembre, Hussein l'a bien dit, de faire aboutir justement les revendications, sinon de faire à la limite aboutir les idiots de novembre 1954. C'est l'édification de l'État social et démocratique. C'est ce qui reste encore un idéal, encore à construire, à réaliser. C'est aussi, voilà, la réalisation des idéaux de la Soumam, de la plateforme de la Soumam. Et ça, on a bien entendu dans le Hirak dès le début, comment les gens, ils se sont réappropriés leur histoire, ils se sont réappropriés justement ces valeurs, notamment le message de novembre, le message de la Soumam, comment on a vu comment les jeunes, ils se sont réappropriés pour la première fois avec fierté leur histoire, sinon les symboles de la révolution, on a bien entendu les gens agir comment ils scandaient Ban Ramadan, Karim Belkacem, Ali Lapointe, Tahmir Rouge, voilà, on a vu de manière de manière plus claire, expressive, justement à l'occasion du 5 juillet, à l'occasion du 1er novembre, des marches de Hirak qui sont déroulées à Alger, que ce soit le 1er novembre, que ce soit le 5 juillet, on a vu justement ce Hirak qui était, voilà, un Hirak à la fois déterminé, engagé pour le changement, mais aussi un Hirak, je dirais, voilà, prudent dans le sens où le Hirak ne voulait pas aller vers la confrontation avec les systèmes, ne voulait pas aller vers le chaos, ne voulait pas aller vers la violence, parce qu'il voulait préserver l'État national, parce qu'il voulait préserver l'Algérie, parce qu'il voulait justement, parce qu'il aimait ce pays, parce que ce Hirak-là qu'on a vu dans la rue là, c'est un Hirak patriotique. Nous l'avons dit et nous l'avons vu, nous l'avons observé. Le long justement de tout ce Hirak pendant 2 ans, c'est la population, c'est le peuple qui faisait attention, qui portait sur lui, au point où le Hirak a porté la répression, a porté les arrestations arbitraires, toute la campagne justement de désinformation, la campagne justement d'intox, et malgré ça, le Hirak n'a pas dévié de la voie pacifique, n'a pas dévié de la voie patriotique. Le Hirak est resté toujours ce Hirak attaché aux idéaux de novembre, aux idéaux de la Soumam, à l'Algérie justement, voilà, non martyrs, l'Algérie, nos anciens combattants. Et à l'occasion, je tiens justement à rendre un hommage particulier ici à la Ligue, à notre président, Hussein Zaouane, qui est un ancien moudjahid, qui est un ancien combattant, qui est un des cadres de la nation, qui ont participé justement à cette œuvre de la Soumam. Dès novembre 54, aux premières loges justement de la résistance. Il est encore là. Avant-hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. On a eu l'occasion d'évoquer, sinon d'invoquer cette histoire douloureuse de l'Algérie, mais aussi cette désillusion des générations vraiment successives
voilà, qui ont tout donné. Maître Zerwan, voilà, il a donné la prison, l'exil et tout. Nous aussi, voilà, qui ont essayé, qui ont, voilà, hérité de cet engagement-là. Aujourd'hui, nous vivons la désillusion. Il faut le dire, nous vivons la désillusion, nous vivons la déception, nous vivons des moments très difficiles, surtout après cet investissement intense dans les Hirak. Nous avons cru au Hirak, nous avons cru à la jeunesse, nous avons cru à cette opportunité, à cette chance historique de l'Algérie. C'est une chance pour l'Algérie, mais malheureusement le pouvoir fait tout justement pour capoter cette expérience, cette opportunité. Il fait tout justement pour casser cet espoir, au point où on voit maintenant des centaines de jeunes se jeter à la mer chaque jour. Et c'est amer. C'est amer. Nous sommes en train de suivre ici même à Béjaïa. Chaque jour, moi, on a eu l'occasion d'accompagner les jeunes de Béjaïa. Chaque jour, des gens nous appellent, des familles en détresse, à la recherche des enfants perdus, disparus en mer. Ça, c'est aussi un autre signal d'alarme. C'est aussi un signal d'alarme, justement, notamment de la jeunesse. C'est pour ça que, bon, aujourd'hui, nous avons vraiment voulu vraiment ouvrir ce débat, bien qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, je termine sur ça, il faut le dire que le débat est devenu impossible en Algérie. Il est devenu, le débat aujourd'hui est criminalisé. Le débat aujourd'hui est interdit. Il y a peu, sinon, il n'y a pas d'espace de débat en Algérie. Pour tenir une union comme ça, il fallait convaincre, il fallait préparer, parce qu'on a vu ce qui s'est passé la dernière fois ici même à Béjaïa. On a été interdit de célébrer 5 octobre. Notre invité a été refoulé en plein, sur le trajet, Zobida Assoul. On est dans cette situation aujourd'hui. On est dans cette situation, justement, de régression, de fermeture d'espace de débat, de fermeture, justement, et de verrouillage des libertés fondamentales. Voilà, je termine sur ça, je laisserai donc de développer sur le. Merci. Comme on l'a toujours souligné, que cet espace de la Ligue, c'est un espace de débat. Et bien sûr, c'est grâce à la Ligue qu'on a connu beaucoup de gens et qu'on a, c'est-à-dire qu'on a appris, c'est-à-dire la manière comment militer pour les questions des droits de l'homme. À chaque fois, à chaque instant, quand on parle sur la situation des droits de l'homme en Algérie, on fait généralement référence à ce qui a été adopté comme loi. On parle sur les différentes modifications du code pénal, comme l'a souligné Saïd tout à l'heure. Donc effectivement, l'Algérie a opéré plusieurs modifications dans ce sens. La dernière modification qui remonte effectivement à l'ordonnance 2108 du 8 juin 2021, donc pourtant modification, et qui complète aussi l'ordonnance de 156 portant le code pénal. Donc moi j'ai fait une lecture en tant que juriste, une lecture en tant qu'enseignant à l'université, en tant qu'avocat. J'ai fait une lecture à ce nouveau texte par rapport à ce qui a été reconnu dans le pacte international des droits civils et des droits politiques, tout en comparant ce qui a été fait comme engagement par l'Algérie et ce qui a été adopté par les textes de loi. Par rapport à l'ordonnance 2108, tout le monde parle sur l'article 87 bis. Donc cet article qui fait référence, qui parle sur les actes terroristes, qui qualifie de actes terroristes, elle prévoit que l'acte terroriste ou acte de sabotage, c'est toute activité visant la sûreté de l'État, l'unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action. Il parle de par toute action. Bien sûr, bien évidemment, l'article 87 bis, donc il a énuméré une liste d'actes
qui qualifie comme acte de terrorisme ou acte de sabotage, qui vise la sûreté de l'État, qui vise effectivement l'unité nationale, la stabilité et le fonctionnement des institutions de l'État. Ce qu'on a constaté à travers la modification de l'ordonnance du code pénal par l'ordonnance 2108, que le pouvoir, il a rajouté l'article 87 bis 14 et 87 bis 13, 13-14. Donc il a rajouté effectivement 2 nouveaux textes. Tout en modifiant aussi l'article 87 bis. Qu'est-ce qu'il a rajouté pour l'article 87 bis? Il prévoit et il considère comme acte terroriste de sabotage tout acte visant ou incitant par un moyen ou par n'importe quel moyen pour accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir ou changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. C'est-à-dire, c'est la terminologie utilisée par le pouvoir pour parler, effectivement, pour qualifier certains actes comme actes terroristes. Il a rajouté tout acte visant à faire des changements du système de gouvernance. Elle utilise le terme par des moyens non constitutionnels. Par rapport effectivement à cette terminologie, je considère que le législateur ou le pouvoir qui a utilisé la terminologie acte ou des moyens non constitutionnels, pour moi c'est un terme très vague. C'est un terme vague. C'est un terme qui n'est pas précis. Le manque de précision dans cet article 87 bis ouvre la voie, effectivement, au pouvoir de poursuivre n'importe quelle personne, n'importe quelle entité, n'importe quelle association, et de qualifier les activités de ces personnes ou de ces associations comme actes de terrorisme, comme acte de sabotage. Effectivement, c'est ce qu'on a remarqué à travers les interpellations qui ont touché plusieurs personnes, qui ont touché des militants des droits de l'homme, qui ont touché des militants politiques, qui sont aujourd'hui dans des prisons. Ils sont effectivement qualifiés, leur déclaration par exemple, leur incitation à des rassemblements pacifiques par exemple, comme étant des moyens non constitutionnels. C'est-à-dire, d'après la terminologie qu'ils ont utilisée dans cet article 87 bis, que les moyens constitutionnels sont uniquement les élections. D'après, c'est-à-dire, on comprend par là que le seul moyen constitutionnel pour faire changer le système politique, le système de gouvernance, ce sont les élections. Ce qui ouvre effectivement la brèche pour le système en place de poursuivre toute personne, toute entité politique ou association qui organise un rassemblement pacifique visant à critiquer le système politique. Y compris, on parle par exemple, aujourd'hui, on est là, on est en train de critiquer les démarches du pouvoir en matière de démocratie, etc. Ils peuvent qualifier que les déclarations
qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette salle, comme acte terroriste. C'est-à-dire que le manque de précision de cet article 87 bis, je le considère comme une atteinte, comme un désengagement du pouvoir en place vis-à-vis du pacte international des droits civils et politiques. Le pacte qui reconnaît aux citoyens le droit d'organiser, de participer à des rassemblements pacifiques. Le pacte qui reconnaît aux citoyens de s'exprimer librement. Effectivement, par cet article 87 bis, toute personne qui s'exprime contre le pouvoir, toute personne qui organise un rassemblement pacifique contre le pouvoir est considérée vis-à-vis de cet article 87 bis comme terroriste. Le deuxième point, on parle effectivement sur l'article 87 bis 13 qui a créé ce qu'on appelle une commission nationale. Une commission nationale, donc on a reconnu à cette commission nationale le droit d'établir une liste. Donc le pouvoir, suite à l'article 87 bis 13, il a institué donc une commission nationale. Cette commission nationale va établir une liste de personnes, une liste d'entités qui sont considérées comme des terroristes. Ce que j'ai remarqué à travers, effectivement, dans la lecture à l'article 87 bis 13, que cet article n'a pas précisé quels sont d'abord les membres de la commission. Combien de membres? Qui sont ces membres? Est-ce qu'ils sont élus? Est-ce qu'ils sont désignés? Est-ce qu'ils sont désignés? Par rapport effectivement à la composition et à la désignation des membres de cette commission nationale, donc j'ai remarqué que l'article n'a pas donné de précision. Il a renvoyé la question de la création et de la composition et des prérogatives de cette commission donc au texte réglementaire. Les textes réglementaires dans la Constitution, c'est un domaine réservé au pouvoir exécutif. C'est un domaine réservé au pouvoir exécutif. Contrairement au domaine de législation qui est réservé effectivement au pouvoir législatif. On peut comprendre à travers c'est-à-dire la lecture de cet article 87 bis 13 que le pouvoir va créer une commission et au sein de cette commission, il va désigner des personnes. Et certainement, il va désigner des personnes qui font partie de l'exécutif, c'est-à-dire qui font partie du gouvernement, qui va choisir des gens qui sont de son côté. Des gens qui vont effectivement établir à chaque fois des listes de personnes et d'entités considérées comme entités terroristes ou personnes terroristes suite à des directives. Je parle de directives. Des directives du gouvernement, du pouvoir. Effectivement, donc,
sur ce point, moi j'ai remarqué qu'il y a de la confusion entre les prérogatives, effectivement, du pouvoir législatif et les prérogatives du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, on a ouvert une brèche pour le pouvoir exécutif de s'immiscer dans le domaine du législatif et bien évidemment de s'immiscer dans la justice. Dans la justice. Donc, on va effectivement, puisque ça m'a donné un détail par rapport à un décret il y a quelques jours de ça. On va laisser ça pour ce qu'il a. Par rapport aussi à l'article 87 bis 14. Bis 14. Qui parle sur le gel des activités des personnes, des entités qui sont qualifiées de terroristes. L'article sanctionne ces personnes, ces entités, par des mesures telles que le gel des fonds de la personne ou de l'entité qui est qualifiée comme entité terroriste. Il y a aussi, il parle d'interdiction de toute activité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Qu'une fois une personne ou une association ou une entité est établie sur la liste, sur une liste de la commission, on procède directement au gel des biens de cette personne ou de cette entité et, bien sûr, aussi à l'interdiction de toute activité. C'est un jugement, moi je parle qu'il s'agit d'un jugement non judiciaire, c'est-à-dire un jugement qui n'est pas effectivement établi devant une juridiction. Une juridiction. Plus grave que ça, que cet article 87 bis 14 qui porte atteinte à ce qu'on appelle dans le droit à la présomption d'innocence, qui est garantie par l'article 14 du Pacte international des droits civiques et politiques. Le plus grave que ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, moi, pourquoi j'ai fait une lecture, pourquoi j'ai donné cette lecture, ce que j'ai constaté que en Algérie, on est devant une situation que les différentes lois adoptées sont généralement adoptées par voie d'ordonnance. Par voie d'ordonnance par le président de la République. Effectivement, suite à l'article 142, que en cas de vacances, en cas d'absence de l'UPR, donc le président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance. On a remarqué que ce texte, que l'ordonnance 2108, elle a été effectivement adoptée par le président juste avant les élections. Je parle des élections législatives. Oui, juste 4 jours. C'est-à-dire, on pourrait attendre l'élection et l'installation de l'APN pour effectivement laisser le pouvoir législatif, l'APN, pour effectivement établir un texte juridique qui organise effectivement la question de l'acte terroriste. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Je vous laisse le détail pour... Dans mon intervention, je mettrai l'accent sur la question des libertés. On va essayer de revenir à l'actualité. Et je vais parler un peu de cet article, de ces articles, 87 bis et 87 bis 14 et 13 et 14. Donc, en tout premier lieu, il convient de préciser
que cet article 87 bis ou bis 13-14, ça n'appartient pas au pouvoir législatif algérien. Je dis bien préciser. L'article 87 déjà, c'est une reprise des dispositions du code pénal français. C'est-à-dire juste une année en français, puisque dans les années 90, ils ont amendé le code pénal. Et c'était une reprise, c'est-à-dire sans toutefois qu'ils se donnent la peine d'effectuer quelques modifications. Donc en 95, c'est-à-dire 94 et 95, donc aussi l'autre alinéa, au 87, 10, 13 et 14, c'est la reprise de ce qu'a décidé le Conseil de sécurité. Donc rien n'appartient au pouvoir législatif. À cela, il convient d'ajouter que, comme il vient de le préciser, tout ça a été fait par voie d'ordonnance. Et ce qui aggrave encore la situation, c'est-à-dire ce drame, c'est le fait pour le Parlement d'approuver sans invoquer son inconstitutionnalité. Le débat, on peut même l'écarter. C'est-à-dire, dans la foi, on évoque l'inconstitutionnalité. Voilà. Ceci pour ce qui est de l'historique de cet article. Moi, je préfère commencer par le déni de liberté caractérisant c'est-à-dire notre actualité. Donc, on remarque la montée en puissance de ce déni qui se manifeste à travers tout le processus de la répression, si vous voulez. À commencer par la répression, l'acte de réprimer, et l'arrestation, la convocation, même le traitement du dossier. Donc, je vais me contenter de citer certaines transgressions tout en évoquant allègrement ce que prévoient les textes en la matière. Donc, la Constitution prévoit, lors des marches, nous avons tous assisté à. On ne parle pas de la répression, parce que la répression c'est un terme juridique, mais on parle de la violence policière. Donc, ça, il faut faire la part des choses. On a vu des femmes agressées, des enfants agressés, voilà, et j'en passe. Donc, on arrête des gens pour le simple fait qu'ils sont sortis le vendredi, c'est-à-dire sans qu'il y ait les conditions de rassemblement. Voilà. Ceci porte atteinte, c'est une transgression manifeste des dispositions de la Constitution qui reconnaît le droit de circuler. Voilà. Le moment de l'arrestation, on procède aux arrestations avant la marche et après la marche, alors que le Code pénal prévoit expressément qu'il y a rassemblement lorsqu'il y a telle condition, c'est-à-dire la présence des gens d'abord, et puis il y a une autre condition, il faut faire la sommation. Donc là, on arrête les gens dès qu'ils descendent du fourgon à la sortie de la garotière. Voilà, on arrête les gens après la marche, lorsqu'ils rejoignent leur domicile. Donc ce qui contraste fort avec l'énoncé de cet article 98 du Code pénal. Encore, on a arrêté des gens aussi pour leur remettre des convocations. Il y avait des gens qui ont été arrêtés. Et lorsqu'il y a des gens c'est-à-dire il y a une alerte, quelle est l'explication qu'ils ont donnée? C'est juste pour lui remettre. Ils l'ont tabassé, l'ont arrêté et tabassé, et après ils disent que c'est juste pour lui remettre une convocation. Ils arrêtent des gens parce qu'ils ont l'intention de marcher. Là aussi, il y a un problème d'éléments constitutifs de l'infraction. Donc je ne sais pas, est-ce qu'ils sont pas, cette police judiciaire n'est pas initiée aux notions de base en la matière, ou il s'agit d'un ordre ou d'une bavure. Voilà. Ils sont allés loin dans cette logique, au point d'arrêter les gens
non seulement parce qu'il se pourrait qu'ils ont l'intention de marcher. C'est le cas de Slimane Hamidouche. L'on direct en arabe, ربما كان ينوي. Donc, c'est-à-dire, avant c'était l'intention, on juge l'intention. Mais le cas, on dit ربما. وقيل, il a l'intention de marcher. Donc, la deuxième condition, des motifs bizarres. Voilà, je ne sais pas d'où ils puisent tous ces éléments-là. Voilà, c'est juste pour citer ces cas-là, le transgrit qui contraste fort avec les dispositions, aussi bien les dispositions de la Constitution que celles du Code pénal. Alors, qu'est-ce que prévoit la Constitution dans ce cas de figure? La Constitution, il le prévoit expressément. Elle punit tout acte, d'accord, ou fait arbitraire, lors de l'arrestation arbitraire. La loi, voilà ce que prévoit la loi, punit tout acte ou fait lors d'une arrestation arbitraire. Elle est où cette loi? Elle est où cette loi? Donc, ça c'est la Constitution qui le prévoit. Et elle prévoit aussi que ces textes d'application vont être promulgués dans un délai raisonnable. Qu'est-ce que l'on pourrait entendre par délai raisonnable? Depuis le mois de décembre, la publication de la Constitution, c'est bientôt 2 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'ils entendent par délai raisonnable? Et généralement, dans les textes, le délai raisonnable peut aller d'une année à 2 ans. C'est tout. Pour la promulgation du texte d'application. Voilà. Donc, elle est où? Pour ce qui est des perquisitions, on en a tous vu des photos. Cela s'apparente davantage à un mandat de saccage qu'à un mandat de perquisition. Donc, on a tous vu ça. Voilà, j'en passe puisque le temps qui nous a été imparti apparemment. Dans le traitement des dossiers, on a vu tous. Bon, j'ai oublié un cas. On arrête des gens après avoir été arrêtés juste en sortant du commissariat tout court. C'est le cas de notre ami Mazo. Et voilà, il y a plus grave que ça aussi. Donc, dans le traitement, c'est-à-dire on arrive maintenant au traitement judiciaire du dossier, du mis en cause. Donc, on a vu des dossiers de 2016, 2017, 2018 et qui ne nécessitent absolument aucune enquête. Vous avez pris une personne en flagrant délit d'attroupement, Mahdish. Qu'est-ce qui nécessite? Le PV de la vous n'avez pas besoin de témoins, de chercher. Donc, qu'est-ce qui retarde, qu'est-ce qui allonge ce délai-là? Et là, on sait tous ce que l'on peut entendre par déni de justice, c'est lorsqu'une affaire est prête et que le juge refuse de statuer dessus. Et là, on a des dossiers qui datent de 2016, 2018, 2017, 2020, et qui nous tombent aujourd'hui. Donc là, on parle d'un déni de justice dont tous les éléments constitutifs sont réunis. C'est par extension du sens, bien sûr, mais on est devant un déni de justice. Voilà, peut-être pour lequel ces gens-là, ceux qui en sont responsables, seront traduits pour déni de justice. Je l'ai déjà dit ici, et c'est juste pour le confirmer. Encore. Revenons à la question de... Voilà, je veux juste dire un mot sur les motifs de déclaration. Bon, la Constitution elle facilite la chose. Je suis content de dire maintenant il suffit de déclarer, alors que, bien sûr, le texte d'application précisant les modalités du régime déclaratif, la marche n'est pas encore promulguée. On revient toujours au délai raisonnable. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit d'un revirement implicite? Mais ça renseigne sur l'absence d'une volonté. Mais, même si demain, il y aura ce texte-là, le régime de déclaration, on a vu le régime de déclaration vers la fin des années 89. Après les années 80, il a été modifié dans le sens de remplacer la déclaration par l'autorisation. Mais là, je veux donner deux précisions. Voilà.
il y a impossibilité d'appliquer ce texte-là au Hirak. Pourquoi? Parce que comme vient de le souligner Saïd, le Hirak, il est dans le préambule de la Constitution. Il a une valeur constitutionnelle. Et dans ce préambule-là, il est bien précisé que le peuple algérien a milité et continue de militer. Pourquoi? Pour la liberté et la démocratie. C'est un constat qu'il a donné. C'est un constat. Il est prévu dans cette constitution. Donc il a milité et il continue. Donc il est où ce cadre-là au sein duquel le peuple milite? Il n'y a que le Hirak comme cadre à ce qui se passe. Donc voilà. Revenons à ce texte-là, régissant les marches, etc. Qu'est-ce qu'il précise? Dans votre déclaration ou autorisation, vous êtes tenu de communiquer les noms des organisateurs, les slogans, l'itinéraire, etc. L'organisation, c'est-à-dire le cadre qui a organisé la manifestation. Est-ce que cela s'applique au Hirak? Il y a impossibilité d'application. Étant donné que le Hirak n'a pas de... C'est-à-dire ce n'est pas un mouvement dans un cadre bien déterminé, il n'a pas de représentant. Même les slogans, on ne sait même pas ce qu'on pourra scander demain. Donc il y a impossibilité d'appliquer compte tenu de ces conditions-là. Donc il y a une seule chose qui donne au pouvoir la possibilité d'empêcher une marche, c'est la violence. Si les marches sont pacifiques, là, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas un texte, mais il y a l'ordre public, en principe. Pour le motif d'ordre public, il peut vous empêcher de marcher. Sinon, il n'y a aucun texte parlant de ça. C'est un mouvement populaire. Il n'y a aucun texte parlant d'un mouvement populaire. Il y a des textes, il y a ce texte-là, il parle des marches, rassemblements organisés par des syndicats, des associations, des organisations. Donc il y a impossibilité. Pour ceux qui, je ne sais pas ce qu'il y a possibilité de parler de ce texte de article 87, 10 et 87, 10, je ne sais pas. Je vais donner quelques précisions qui sont, je pense, que vient de souligner. Donc, clair, net et précis. C'est-à-dire, il est considéré comme un terroriste, ceux qui œuvrent ou incitent par quelque moyen que ce soit accéder au pouvoir en dehors de la voie constitutionnelle. On sait très bien qu'il y a deux voies actuellement, celle du pouvoir, la voie constitutionnelle, et celle du peuple qui est la transition démocratique. Et il ne s'agit nullement d'une allusion, mais d'une précision. Clair, net et précis. Donc aujourd'hui, et comme il vient de le souligner, toute personne parlant, plaidant, organisant une conférence pour parler de la transition, s'analysera en une incitation. Voilà. Et du coup, elle est passible de la sanction prévue pour les actes terroristes dans cet article. Voilà. Donc, tout acte, les écrits, même les écrits des professeurs universitaires, des spécialistes en la matière, ils sont considérés comme étant. Donc, vous n'avez pas le droit de parler de transition en Algérie. Voilà. Deux. Mon ami Chiter a parlé de la présomption d'innocence. Ils ont bafoué la présomption d'innocence, la remise en cause. Et là aussi, il y a autre chose. Là, il s'agit d'un piétinement sur les prérogatives de la justice. Pourquoi? Voilà ce que précise la Constitution. Voilà. Cela, c'est-à-dire ce dont les questions ici relèvent exclusivement de la compétence des autorités judiciaires. Clairement et précis. La culpabilité, ce que prévoit l'article 43 de la Constitution. Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi promulguée antérieurement. Là, c'est la question de la rétroactivité, je laisse ça en dernier lieu. Voilà. Voilà. C'est l'article 41. Toute personne est présumée
innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction dans le cadre d'un procès équitable. Là, c'est la remise en cause des prérogatives de la justice. Et dans le cadre d'un procès équitable. Lorsqu'on analyse le texte, le décret d'application qui intervient pour préciser les modalités d'application de cet article-là, il ne donne aucun droit de défense. Vous pouvez contester, mais après la publication de votre culpabilité. Donc, ils ont bafoué aussi bien les prérogatives de la justice et le procès équitable. Le principe du procès équitable. Il y a un grand problème aussi, qui s'est posé, c'est le problème de la rétroactivité de la loi pénale. Donc, il est clair, net et précis que la loi pénale n'est pas rétroactive, sauf celle est moins rigoureuse, on ne parle pas d'exception. Étant donné que le contenu de cet article est la reprise de ce qu'a décidé le Haut Conseil de sécurité, donc c'est un acte, c'est-à-dire il y a d'abord un acte et puis la loi intervient. Donc là, on a sanctionné contrairement au principe de la rétroactivité des lois. La rétroactivité, c'est que la loi ne condamne pas une personne pour des actes qui se sont déroulés antérieurement à sa promulgation. Et là, on a parlé de ces actes lors du Conseil de sécurité. Après quelques mois ou 2 mois, on les a prévus dans un texte et on sanctionne. Donc ça contraste fort avec le principe qui est un principe phare. Voilà, il est prévu même dans la Constitution. Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi promulguée antérieurement à l'acte incriminé. Là, on a une loi qui incrimine à la loi. Mais il y a aussi ce qu'a décidé ce qu'a décidé le Conseil de sécurité. C'est clair, net et précis. D'où l'inconstitutionnalité de cette loi. Donc si on essaye de... Pour ce qui est de la saisine. Bon, avant de parler de la saisine, je vais parler d'autre chose. Voilà. Donc c'est clair, je ne répète pas ce que vient de dire mon ami. Donc le simple fait, aujourd'hui, le simple fait de faire l'objet d'une enquête, d'une poursuite, suffit pour être classifié terroriste, qualifié terroriste. Donc là, on revient toujours aux prérogatives de la justice, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt. Donc là, c'est-à-dire il y a la commission revenant. Maintenant, je vais vous parler du décret d'application de dispositions et ses contrastes. Voilà. Il fait l'objet de l'enquête, il reprend toujours l'autre. Pour ce qui est de la publication, la sanction, je dis la sanction, puisqu'il s'agit de culpabilité. Il précise clairement que l'intéressé peut intenter un recours, une contestation contre ce placement, voilà, dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la liste. Ou à n'importe quel moment après l'expiration de ce délai. C'est insensé. Il a le droit de contester dans un délai de 30 jours à compter de la publication ou à n'importe quel moment après l'expiration. C'est insensé. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Voilà, il ne faut pas qu'on ne parle pas de ce décret comme, c'est-à-dire un décret, mais on le remet en cause, dans le fond et dans la forme. Mais il y a certaines choses qui est nécessaire de souligner. Pour ce qui est de la radiation, voilà, contesté pour la radiation. Accès pour la notification de la décision. Il précise que la publication s'analyse en une notification. C'est-à-dire la publication dans le journal officiel remplace la notification d'une décision. Mais il y a ici une contradiction dans son article 34. Il parle de la possibilité pour les membres de sa famille, après autorisation d'office, d'accéder aux fonds
de l'intéressé, de la personne, religion terroriste. D'accord. Mais cette décision, cet accès est notifié à l'intéressé. Donc, on notifie un acte de détail et on oublie la décision elle-même. On notifie l'accès au fonds et on ne lui notifie pas le fait d'être qualifié de terroriste. Voilà. Article 87. J'essaie de résumer. Oui, il n'y a pas de souci. Encore une chose, pour ce qui est de la contestation, il est clair, net et précis. Pour ce qui est de la publication, bon, il y a certains détails, je préfère laisser. Ok, bien. Ça va.